Alors que la série Game of Thrones touche à sa fin, et que tout le monde a déjà fait une vidéo sur le sujet, j'ai enfin décidé d'en faire une que j'ai en tête depuis longtemps pour vous présenter les liens entre le monde imaginaire de Westeros et la Bretagne, histoire de combiner ces deux centres d'intérêt. Iton Tima Urgouillon, comme on dit chez nous. Avant toute chose, je tiens à rappeler que Game of Thrones est représentatif de l'imaginaire collectif médiéval. Donc on pourra toujours trouver des liens, peu importe où on regarde en Europe ou ailleurs, avec la bataille des bâtards ou les noces pourpres. Je ne prétends pas débarquer avec ma vidéo et dire que George Martin s'est inspiré de tel ou tel événement de Bretagne. C'est important. Je vais juste vous présenter des liens avec l'histoire de la Bretagne dans la première partie de la vidéo, et dans la deuxième, j'aborderai le côté de la mythologie celtique qu'on peut retrouver dans Game of Thrones. Il est clair que ses principales sources d'inspiration sont l'histoire et la mythologie des différents peuples d'Angleterre. La civilisation séparée des sauvages qui ne sont pas sans rappeler les Pictes, ces bretons insulaires non romanisés, par un mur qui n'est pas sans rappeler celui d'Adrien, le Nord qui n'est pas sans rappeler l'Écosse, et les Lannister, la famille anglaise des Lancaster. Entre autres. Et la Bretagne dans tout ça, me direz-vous? Eh bien on y vient. Tout de suite, là, maintenant, c'est parti. And now it begins. Si on veut chercher des périodes similaires à celles de Game of Thrones dans l'histoire de Bretagne, on peut déjà commencer par le crépuscule du duché à la fin du XVe siècle. Notamment à travers la figure du chancelier Pierre Landais, équivalent de la main du roi dans la fiction, roturier qui a su s'élever jusqu'à devenir le bras droit du duc, non sans avoir fait emprisonner l'ancien chancelier. Défenseur de la Bretagne, il s'est engagé dans un combat d'influence et de diplomatie contre le roi français Louis XI, surnommé l'universel araignée, en rapport à sa toile d'espions et son réseau d'informateurs tissé partout à travers le royaume. Ce qui n'est pas sans rappeler le conflit d'influence entre Littlefinger et Varys dans la série. Pierre Landais sera d'ailleurs un des instigateurs de la révolte de la Ligue du bien public, un soulèvement de nobles à travers le royaume qui se soldera par la victoire de Louis XI. C'est ce dernier et sa politique d'espionnage qui aura raison du conflit avec le défenseur de l'indépendance bretonne, puisqu'il aura mis en place un réseau de nobles bretons acquis à sa cause, moyennant pouvoir et or, qui exécuteront Pierre Landais en 1485 sans que le duc n'ait son mot à dire, et qui ouvrira la porte à l'invasion de 1487 par son successeur Charles VIII. Et tout ceci se passe pendant la guerre des Deux Roses, guerre qui a officiellement inspiré George Martin, l'auteur de Game of Thrones. Dans la série, c'est Daenerys Targaryen qui est en exil et qui, s'étant fait spolier la couronne, cherche des alliés sur le continent d'Essos pour préparer son retour. Et lors de l'événement historique réel, il s'agit d'Henri Tudor, prince gallois et unique survivant de la maison de Lancaster, qui est en exil sur un autre continent. Et pas n'importe où, puisque pendant 14 ans, il est sous la protection du duc de Bretagne François II et de son chancelier Pierre Landais. Et le plus marrant, c'est qu'il passe le plus clair de son exil au château de l'Hermine à Vannes, ville qui a comme drapeau un dragon rouge. Oui, la bande rouge sur le drapeau représente un dragon. Je vous conseille ma vidéo sur les drapeaux bretons à ce sujet. La symbolique est d'autant plus forte puisque Henri est gallois et que le symbole du pays de Galles et de sa famille est un dragon rouge. C'est à la cathédrale de Rennes, à Noël 1483, que le prince gallois fera le serment de saisir la couronne britannique. Il est rejoint dans son exil par Édouard Woodville, frère de la reine chassée du pouvoir, et dont le grand frère, Anthony Woodville, tuteur et oncle du jeune prince légitime Édouard, s'est fait capturer et exécuter, ainsi que le petit Édouard, par le nouveau roi Richard III. François II financera une première expédition de 15 vaisseaux et 5000 hommes qui seront repoussés. C'est alors que Pierre Landais va décider de changer de stratégie et essayer de livrer Henri au roi d'Angleterre. C'est un échec et Henri s'enfuit à la cour du roi de France qui se fait un plaisir de l'aider et de lui financer une autre flotte. Et cette tentative est une totale réussite puisque Henri Tudor bat Richard III et arrive à récupérer la couronne d'Angleterre. Le choix du chancelier se révélera finalement catastrophique puisque quand la France attaquera la Bretagne en 1487, Henri ne viendra pas la secourir. Seul Édouard Woodville, surnommé le dernier chevalier errant, viendra avec ses hommes se sacrifier à la bataille de Saint-Aubin du Cormier. Le chevalier errant est également le surnom d'un personnage de Game of Thrones, mais dans la série de livres et pas dans la principale, mais dans une autre, très intéressante. Il est flatteur, vraiment, que vous éprouviez pareille terreur à l'idée que je puisse obtenir ce que je veux. Mais l'autre période de Bretagne qui se rapproche le plus de Game of Thrones et de la guerre des Cinq Rois est bien entendu la guerre de succession du duché de 1341 à 1364. 23 années durant laquelle la Bretagne est divisée en deux dans une guerre civile qui se voit s'opposer deux puissantes familles, la famille de Blois et la famille de Montfort, soutenues chacune par la France d'un côté et l'Angleterre de l'autre.
Conflit durant lequel on peut assister à des trahisons, des complots, des assassinats et des batailles, comme le combat des 30, assez connu, ou la bataille de Mauron, dans laquelle l'ordre de l'Étoile, réunissant les meilleurs chevaliers du royaume, est tout simplement anéanti. Et dans l'eau, il y a une bonne partie des survivants franco-bretons du combat des 30. Et cette guerre se termine officiellement par une grande bataille décisive à Auray en 1364, le 29 septembre pour être précis, qui réunit tous les protagonistes de cette histoire. Les 2 prétendants, bien sûr, mais aussi la crème des chevaliers de l'époque, comme Bertrand du Guesclin, John Chandos, qui le vainquit en combat lors de la bataille, le célèbre capitaine anglais à la hache Robert Knolles, Olivier de Clisson, ami d'enfance du prétendant Montfort et surnommé, après cette bataille, l'éborgné d'Auray, puisqu'il va y perdre un œil, ou encore Jean de Beaumanoir, un des héros du combat des 30. Il est convenu de combattre jusqu'à la mort d'un des 2 prétendants, et c'est Charles de Blois qui y laisse sa vie. Enfin, il y a des rumeurs comme quoi son adversaire l'aurait capturé pendant la bataille et exécuté après, ce qui est un peu moins honorable dans l'histoire officielle, mais qui lui a assuré une victoire. Qu'est-ce que l'honneur après tout, hein, Cersei? Ce conflit continuera malgré tout après, lorsqu'un complot, impliquant notamment Olivier de Clisson, qui trahit le nouveau duc et deviendra connétable de France, réussit à pousser à l'exil en Angleterre Jean de Montfort en 1373. Avant que tous ne se mettent d'accord pour le rappeler en 1379, lorsqu'une menace plus grande venant de l'Est, les Français, profite de l'occasion pour tenter une occupation militaire. Menée par du Guesclin, l'armée française bat finalement en retraite face à l'unité des Bretons derrière le duc Jean IV, surnommé le Cygne. Et sachez que Olivier de Clisson se rachètera sur la fin de sa vie, puisqu'il sera nommé tuteur du fils de Jean de Montfort, futur Jean V, et qu'il déjouera une tentative d'assassinat visant le jeune Poupon. Cette période est absolument incroyable, donc si vous aimez la série pour ses complots, ses trahisons, ses batailles médiévales, je vous conseille vivement de vous pencher là-dessus, c'est juste fou. Mais évidemment, je ferai des vidéos là-dessus un de ces jours, plusieurs, un jour peut-être. Je vais maintenant aborder le côté mythologique que l'on retrouve dans l'œuvre de fiction, qui est inspiré de divers mythes, dont la mythologie celtique. Alors déjà, il faut savoir qu'on considère qu'il y a 3 branches dans la mythologie celtique, la mythologie gaélique, brittonique et gauloise. La dernière étant la moins connue, faute de traces écrites. La brittonique, donc qui nous vient du pays de Galles, a déjà été un peu christianisée lors de sa mise à l'écrit, et la gaélique, donc irlandaise, est la moins influencée due à l'isolement de l'île. Ces 3 branches ont évidemment une base commune, et on retrouve à peu près les mêmes dieux et héros sous quelques variantes. Mais parlons maintenant un petit peu de la série, on l'a pas assez fait jusqu'à présent. Dans Game of Thrones, on retrouve la figure de Bran, Brandon Stark, qui suit tout un parcours initiatique pour devenir la corneille à 3 yeux, sorte de divinité connectée qui voit le passé, présent, futur et qui sert de mémoire du monde. Premièrement, cette entité est très liée aux arbres, les Barals dans la série. Et les arbres étaient extrêmement importants pour les Celtes. On peut rapprocher les Barals aux Ifs, qui, pour les Celtes, étaient les arbres les plus vieux du monde, connectés avec l'autre monde et produisant des fruits pouvant aussi bien donner la mort que la vie. La massue du Dagda, le dieu druide, un des dieux principaux, était en bois d'if, massue avec lequel il tuait d'un côté pour ressusciter de l'autre. Il est dit que, au Moyen-Âge, sous les rois bretons, ces derniers se rendaient d'abord au pied d'un if pour le vénérer avant d'aller prier à l'église. Le roi Alain le Grand, dernier roi de Bretagne continentale, agissait ainsi comme le faisaient ses ancêtres, selon ses dires. De plus, on associe la couleur rouge à cet arbre par rapport à ses fruits et à son bois. Deuxièmement, Bran est le mot breton pour dire corbeau. On le retrouve dans le mot gaulois Brenos, Brandub, qui est un personnage irlandais, ou encore Branwen, qui est un personnage gallois, et qui veut dire corbeau blanc. Branwen. Voilà, corbeau blanc, c'est fait. Ce mot se transformera en Brendan une fois christianisé, et donnera des prénoms tels que Brandon. Mais il y a plusieurs personnages légendaires qui s'appellent tout simplement Bran. On peut parler de Bran le Béni dans la mythologie brittonique, souverain du royaume de Druined, et géant, il est le fils du dieu de la mer, possédant le chaudron de résurrection des dieux. Chaudron qui permet de ressusciter les morts, qui reviennent alors sans l'usage de la parole. Ce même Bran traversera la mer pour attaquer l'Irlande après le mauvais traitement de sa sœur Branwen. Guerre qu'il gagnera, mais empoisonné par une lance, demandera qu'on lui coupe la tête. Tête qui continuera de parler pendant 87 ans pour transmettre sa connaissance avant de s'éteindre définitivement. On retrouve également des points communs avec Bran le Voyageur, Bran MacFabail, issu de la mythologie gaélique. Et excusez-moi pour ma prononciation du gaélique. Voilà, cassez pas les... Hein. Appelé par des voix qu'il est le seul à entendre, il part en expédition pour aller dans l'autre monde, le Tirnanog, l'équivalent de l'Avalon britannique, qui se situe à l'ouest sur des îles magiques.
Là-bas, sur l'île aux pommiers, symbole d'immortalité, il vit avec les dieux et déesses jusqu'à ce que l'un d'eux l'incite à rentrer, malgré les avertissements des autres. De retour en Irlande, il se rend compte que personne ne le reconnaît et qu'il ne peut plus poser un pied à terre sous peine de se transformer en poussière, ayant passé trop de temps dans l'autre monde. Il est donc condamné à errer dans l'entre-deux, ni vivant ni mort. Car le corbeau et la corneille, il n'y avait pas de différence pour les Celtes, est un symbole fort de l'autre monde et des dieux. Il permet de faire la connexion entre le monde des vivants et celui des morts. De plus, il est souvent utilisé par les dieux ou demi-dieux comme Arthur qui, en attendant son retour, transfère son âme dans des corbeaux pour voyager à travers notre monde, comme les change-peau dans Game of Thrones. D'ailleurs, en 998, le roi gallois Hoelda a promulgué une loi interdisant de tuer les corbeaux au risque de blesser Arthur. Et puisqu'on est dans la légende arthurienne, il faut rappeler que Merlin est souvent accompagné de corbeaux, afin de bien montrer qu'il n'est pas vraiment de notre monde. Et enfin, le dieu principal de la mythologie celtique, Lugh, est toujours accompagné d'un corbeau. Et ça tombe bien, puisqu'on va finir en parlant de lui. Chez les Celtes, comme tous les autres peuples indo-européens, il y avait une multitude de dieux et l'on retrouve toujours à peu près les mêmes à la même place. Mais chez les Celtes, il y en a un bien au-dessus des autres, possédant le pouvoir de tout le monde et régnant sur tout ce panthéon, Lugh. Et Lugh est présent dans les trois mythes, que ce soit une mythologie gaélique, gauloise ou britannique. Ce qui est intéressant avec Lugh, c'est que son étymologie vient probablement de Leuc, qui signifie lumière en indo-européen, qui donnera Lugos en gaulois, Iur en gallois, Lugh en gaélique et Lur en breton. On le retrouve dans Lugdunum, Lion, Lugano en Suisse ou dans le mot lumière ou light en anglais. Lugh est le dieu de la lumière, comme son nom l'indique donc, possédant une lance magique en bois d'if, mortelle à chaque coup, qui doit être plongée dans le chaudron magique pour éviter qu'elle ne détruise tout. Il est accompagné par Félinis, un chien qui fait mourir toute bête qui croise son regard. Et accompagné d'un corbeau, il prend aussi souvent son apparence. Dans la mythologie gaélique, on apprend qu'il n'était pas un dieu et qu'il l'est devenu après avoir battu le roi des dieux Nuada sur une partie d'échecs. Mais ce qui est intéressant par rapport à Game of Thrones, c'est sa guerre contre les Formoirs. Ces êtres difformes venus de la mer, menés par le roi Balor, représentant la destruction et le chaos, revenant régulièrement pour détruire le cycle du monde. Lugh les combattra et à la deuxième bataille de Mag Tured, terrible bataille à laquelle tous les dieux participent, il sera celui qui tue Balor avec sa lance magique, sauvant ainsi le monde du chaos. Ça ne vous fait penser à rien, le dieu de la lumière qui tue le roi du chaos? Bon, tout ça est très métaphorique, évidemment il n'y a aucun spoiler à l'horizon. Bien contre le mal, bon, un peu classique. Je ne vais pas m'étendre maintenant sur d'autres figures mythologiques, il y en a plein et cela pourrait prendre des heures. Comme le dragon, symbole très utilisé durant le Haut Moyen-Âge par les Bretons insulaires puis les Bretons continentaux, mais que l'on retrouve dans beaucoup d'autres cultures, ni sur la religion des Sept que l'on pourrait retrouver en Bretagne à travers les 7 saints fondateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers une œuvre de ces templeurs, on retrouve tout ce qui a fait notre histoire et les croyances de nos ancêtres. Game of Thrones nous propose finalement une autre version de notre histoire, une version alternative dans laquelle les dieux interviennent sur les champs de bataille et les créatures mythologiques sont monnaie courante. Une version dans laquelle mythe et réalité se mélangent pour donner des dragons incroyablement beaux à l'écran. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager, c'est le plus important, à mettre un pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à commenter en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, à me rejoindre sur Tipeee si vous voulez me soutenir. Merci à ceux qui le font d'ailleurs. Et comme vous le voyez, j'ai changé de lieu, donc dites-moi également ce que vous en avez pensé. Et si ça peut se réitérer comme format, je pourrais parler notamment du Seigneur des Anneaux ou encore de Conan le Barbare, où il y a énormément de choses à dire. Et vous en ferait super plaisir de mélanger histoire de Bretagne et mythologie héroïque fantasy. Fantasy tout court, dark fantasy, que vous voulez. Sur ce, je vous dis, Trugaré, à Kenavo.